Est-ce qu'on est bien? Normalement, oui, on est bien. En tout cas, on n'est pas trop mal. Vous avez le bonjour de Niméria. C'est très long. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas parlé que je ne vous ai pas montré cette merveille absolue. J'ai fait un secret de santé avec des amis et une amie m'a fait main le fameux poussin avec le couteau. Je sais pas si vous connaissez le mème du poussin avec le couteau, je vous le mets ici. Le poussin avec le couteau, c'est moi en fait. C'est mignon mais en même temps c'est énervé. Je vous propose de me suivre dans une semaine productive. Comme ça on peut être productif et productive ensemble. J'aimerais profiter du fait que cette semaine je n'ai pas de travail parce que je suis rédactrice freelance. Et mon travail, ça dépend vraiment des mois, des saisons. Comment vous dire que mon boulot n'est pas synonyme de stabilité? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a énormément de travail et d'autres périodes où il n'y a rien qui m'est proposé. C'est silence radio. Il n'y a pas de juste milieu. Je me suis dit que cette semaine, c'était l'occasion parfaite de réaliser ces projets et en plus de vlogger ma semaine. Comme ça, je suis pas toute seule et vous n'êtes pas tout seul non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme pour cette semaine? Déjà... Alors attendez, il y a trop de choses dans ma tête. J'aimerais écrire et ça c'est vraiment ma priorité number one du moment. C'est-à-dire que mon but ce serait de terminer le premier jet du roman que je suis en train d'écrire avant la fin du mois de février. Et au moment où je vous parle, nous sommes le 10 février. Quand j'y pense, ça me paraît impossible. Et à la fois je me dis, il me reste 2-3 semaines. Quand on y pense, 3 semaines, c'est à la fois court et à la fois en 3 semaines, t'as quand même le temps de faire des choses. Quoi qu'il en soit, mon but cette semaine, c'est d'écrire et d'avancer sur mon manuscrit. En ce moment, je suis dans un premier jet qui est à la fois un brouillon et à la fois un vrai premier jet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des paragraphes qui sont horriblement laids. Même un brouillon serait indigné d'être associé à ça. Et il y a d'autres passages où je sais clairement qu'ils vont rester et que les phrases sont bien. Pour plus de précision, mon manuscrit il est divisé en 3 actes, je dirais. Même si c'est pas officiel, les frontières sont un petit peu floues. En tout cas, il y a à peu près 3 actes et j'aimerais bien terminer le 2e acte cette semaine. Mais quand je dis cette semaine, c'est... J'aimerais vraiment que passer au 3e acte cette semaine. Je pose cet objectif ici. Est-ce que, comme d'habitude, je vais un peu surestimer mes capacités à faire les choses? Sûrement. Et sinon, cette semaine, j'aimerais écrire. Je suis vraiment partie très bien cette année en termes de lecture. Je lis d'une manière qui me convient tout à fait, qui est meilleure que mon rythme de lecture de l'année dernière. J'ai changé mon organisation de lecture par rapport à l'an passé et par rapport à même les années précédentes. Je suis sur 2 lectures à la fois. Une lecture audio que j'écoute pendant que je fais la vaisselle, qui est souvent un livre où si par exemple une fois de temps en temps, en faisant la vaisselle, je rate une phrase ou deux, je vais pas m'en vouloir, etc. C'est une lecture un peu plus style. Et à côté, je lis ma lecture vraiment principale, qui est un livre que je lis vraiment sur papier et de manière concentrée. C'est vraiment ma lecture principale et la lecture audio, c'est une 2e lecture à côté. Et d'ailleurs pour l'instant, ma meilleure lecture de l'année, c'est une lecture que j'ai faite en livre audio. Et je trouve ça un peu triste parce que cette année, je me suis dit, Solène, tu lis des livres qui te donnent vraiment envie. Et pour l'instant, bah, pas de réel coup de cœur, tu vois. Parce que même le livre que j'ai écouté en audio, que j'ai trop aimé, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo où je vous fais un petit update lecture. Mais c'était un banger, j'ai trop aimé. Mais ça n'a pas non plus été un coup de cœur qui m'a chaviré, tu vois. Et là, j'aimerais retrouver un type de lecture comme ça. Il est temps pour moi de faire un petit peu de vaisselle parce que... Voilà le carnage. Qui dit beaucoup de vaisselle à faire, dit un audiobook à écouter. Le livre audio que je lis en ce moment, je l'ai commencé juste hier, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Ouah, on ne voit absolument rien. Nous sommes en plein mois de février. C'est une lecture estivale, mais écoutez, il me donnait envie, il était là sur Spotify Premium, donc je me suis dit pourquoi attendre l'été pour l'écouter, et comme ça me donnerait l'impression... que les beaux jours sont là, même si ce n'est pas encore le cas. Zora se désaltère. J'ai commencé ce livre audio parce que j'ai récemment terminé Nous de Christelle Dabos, que j'ai malheureusement pas énormément aimé, j'ai pas accroché au récit. J'écoutais le livre audio et c'est comme quand tu regardes un film
et que tu vois les événements arriver, mais que t'as aucun intérêt et que t'es pas touché et que t'es pas très immergé dans l'histoire, bah moi c'est totalement ce que j'ai ressenti avec Nous de Christelle Dabos malheureusement, alors que Christelle Dabos je l'aime. Donc écoutez, c'est parti, livre audio, casque, beaucoup de vaisselle à faire. Regardez ce coussin que j'ai trouvé dans un vide dressing, vide maison associatif. Je suis tombée sur ce coussin avec une phrase en latin et il avait trop une vibe médiévale et ça m'a fait penser à mes années fac avec mes cours d'histoire de la langue et mes cours de littérature médiévale avec mon prof chouchou. Voilà, je ne cite pas son nom parce que c'est sur internet, mais je pense à lui très fort. Je le trouve trop original et trop beau, j'adore surtout les coins. Je trouve ça vraiment magnifique. Et j'ai regardé ce que signifiait la phrase en latin parce que je me suis dit, imagine ça veut dire un truc qui rejoint pas mes valeurs ou je sais pas, un truc vraiment horrible. Mais en fait c'est une phrase hyper déprimante sur le fait de pleurer. Où en sommes-nous par rapport à nos objectifs de la semaine ? Je parle au nous, comme ça vous aussi vous pouvez vous dire où j'en suis par rapport à mes objectifs de la semaine. Alors moi, je suis pas en avance, mais je suis pas non plus en retard. C'est-à-dire que je suis pas tout à fait là où je devrais être, mais je ne suis pas loin de là où je devrais être. Et il y a Zora qui passe devant nous, tout va bien. J'ai terminé le chapitre 17 et depuis j'ai écrit le chapitre 18 que j'aime beaucoup. Je pense que c'est pour l'instant un des chapitres que j'ai le mieux réussi. Check. Oui. Ah du coup t'as envie d'avoir une friandise. Crap. J'en ai pas sur moi ma fille. Ma fille ça va être un petit peu compliqué là. Tu veux faire la vidéo à ma place? De manière générale le roman est triste, mais là le chapitre 18 je l'ai terminé et c'est le premier chapitre depuis que j'ai commencé l'écriture de ce roman où je me suis dit c'est vraiment triste ce qui se passe. Durant ce chapitre j'ai écrit un dialogue entre mes deux personnages principaux et ça a été intéressant à faire parce que je suis sortie de ma zone de confort, c'est-à-dire que dans Les Veilleurs du Monde, il y a des moments où Louis et Solal, ils se comprennent pas tout à fait, mais ils arrivent quand même toujours à communiquer, parce qu'à un moment ils se posent en se disant bon il faut qu'on communique. Mais là, dans le roman que je suis en train d'écrire actuellement, ces personnages, ils ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, ils savent même pas vraiment ce qu'ils ressentent, ils tournent beaucoup autour du pot, il y a beaucoup de non-dits, et ça c'est quelque chose que
j'ai pas vraiment exploré dans mes autres projets d'écriture. Il y a toujours eu des histoires de silence, de non-dit, de souffrance pas vraiment formulée. Mais là, c'est vraiment tiré, peut-être pas à l'extrême, mais c'est vraiment plus qu'avant. En tout cas, c'est ce qui définit mes personnages. C'est pas non plus un manque de communication qui peut être quelque chose d'assez frustrant dans les livres. J'ai vu beaucoup de personnes être pas mal frustrées par le trope de la miscommunication. Moi, c'est pas vraiment ça, c'est plus des personnages qui ne savent pas vraiment comment exprimer ce qu'ils ressentent et qui ont aussi un peu une forme de fierté qui font qu'ils vont pas totalement dire ce qu'ils ressentent. Mais je pense aussi que cette frustration, je veux aussi qu'elle soit ressentie parce que mes personnages sont frustrés. La situation est frustrante et donc oui, j'ai envie que le lecteur y ressente une forme de frustration. Je pense que ce dialogue n'est pas encore suffisamment développé. Je pense que je pourrais rajouter plus de choses parce que là c'est vrai que la fin du dialogue arrive assez vite. Il y a l'autre personnage qui abandonne la bataille peut-être un peu trop vite, mais en même temps je trouvais que ça lui allait bien aussi de pas non plus se battre. Depuis j'ai aussi commencé le chapitre 19 et là j'entre dans une partie de l'histoire qui m'intimide beaucoup parce que il y a une partie de l'histoire où ma personnage principale qui s'appelle Judith rencontre un homme qui est... C'est un mec toxique, quoi. C'est un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui est très manipulateur, et elle va complètement tomber sous son charme et être un peu sous une forme d'emprise. Et j'ai jamais écrit quelque chose comme ça. J'ai jamais écrit une relation d'emprise avec beaucoup de manipulation, etc. J'ai jamais non plus écrit un personnage manipulateur, homme toxique, trash. C'est vrai que j'ai jamais écrit de personnage vraiment... comme ça, pas recommandable. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de subtil parce que en plus Judith et cet homme ne rentrent pas vraiment dans une relation de couple. C'est plutôt elle a envie qu'il la regarde, d'être sa préférée. Tout ce qu'il lui dit, elle le fait. Elle est vraiment sous son charme et lui il le sait et c'est ce qu'il fait avec parce que c'est un metteur en scène, c'est ce qu'il fait avec les actrices qu'il côtoie et qui sont sous sa direction. Donc je dois écrire ça, ce qui est à la fois challengeant, donc j'aime bien, mais en même temps, forcément, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas joyeux. De toute façon, ce roman n'est pas joyeux de manière générale. Et surtout, j'ai vraiment envie de faire les choses bien, évidemment, quand on évoque des sujets tels que la manipulation d'un homme envers une femme. J'ai vraiment envie de faire les choses bien et de ne pas traiter le sujet à la légère, évidemment. Et c'est justement... une manière de dénoncer aussi dans ce roman. Même si j'ai pas envie que ça prenne toute l'histoire. Vraiment, ça va prendre quelques chapitres de l'histoire et après, forcément, le personnage de Judith va être impacté tout le reste du roman. Mais je ne veux pas que le roman tourne autour de ça. Mon inspiration pour parler de cette relation, c'est L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. L'amie prodigieuse, c'est une inspiration pour énormément de choses dans mon écriture. D'ailleurs, dans le roman que je suis en train d'écrire, j'ai fait en sorte qu'un de mes personnages s'appelle Lila. C'est pas un personnage très central, mais j'étais obligée de mettre une Lila quelque part là-dedans. Dans L'amie prodigieuse, le personnage d'Elena rencontre un homme qui... elle va tomber sous son charme parce que c'est un poète et il l'agresse sexuellement et après bon je sais pas à quel point je peux trop en dire mais voilà après il se revoit aussi à un moment donné et voilà j'ai pas encore lu toute la saga donc j'ai peur de ce qui peut se passer. La manière dont Elena Ferrante abordait ce sujet, j'ai trouvé que c'était tellement bien fait. On est vraiment dans la tête d'Elena et on voit à quel point elle a envie d'être désirée, à quel point elle a envie d'être aimée, à quel point elle a envie de vivre une sexualité, mais elle en a envie, en même temps elle n'en a pas envie, c'est-à-dire qu'elle en a envie, mais un peu pour faire comme les autres, un peu pour dire « moi aussi je l'ai vécu ». Mais au fond, est-ce qu'elle en a vraiment envie? Et j'ai trouvé que c'était tellement bien fait et je me suis beaucoup reconnue dans ce passage parce que, même si j'ai pas vécu ce qu'a traversé Elena à ce point-là, mais j'ai tellement vécu des admirations comme ça pour des hommes où vraiment je me disais mais je pourrais tout faire pour qu'il me regarde, je pourrais tout faire pour lui et quel enfer vraiment mais quel enfer. Et j'ai envie de retranscrire ça dans mon roman et donc à la fois c'est facile parce que c'est des choses que j'ai déjà vécues donc
quand tu as déjà vécu les choses, tu sais comment retranscrire certaines pensées dans le roman, mais en même temps, il faut que les choses soient bien faites parce que je veux que ce soit clair, que je dénonce cette emprise et ce charisme dont usent certaines personnes. Mais en même temps, il ne faut pas que j'en fasse trop. Il ne faut pas que je dise au lecteur « Regarde, je dénonce ». Il faut que ce soit subtil, mais il faut que ce soit clair en même temps. Montrer que Judith, elle aime cet homme, qu'elle est attirée par lui, mais en même temps, à quel point c'est réel, à quel point c'est de l'emprise, à quel point c'est vraiment des sentiments qu'elle ressent. Je veux vraiment entrer dans cette balance-là, dans cet entre-deux-là. Et c'est assez compliqué. Donc mon objectif pour aujourd'hui, ça va être de continuer le chapitre 19. Et d'ailleurs, j'ai eu une idée de la manière dont il pourrait se terminer. Mais en même temps, je sais pas si j'ai envie de rentrer là-dedans. Donc je pense que je sais comment continuer le chapitre. Donc je vais faire ça. Et après, quand je vais arriver à la fin, je vais voir selon comment je le sens, à quel point j'arrête les choses tôt ou pas. Et après, à la réécriture, il faudrait vraiment que je me pose pour savoir comment je termine ce chapitre. Parce que là, comme c'est un premier jet, bon, c'est pas grave. Sans transition, concernant la lecture, j'ai continué ma lecture audio de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. J'ai continué de l'écouter un peu tout à l'heure. J'ai lu jusqu'au chapitre 14 et en tout, il y a 47 chapitres. Je suis encore au début, en fait, concrètement, je suis encore au premier quart. Pour vous en dire quelques mots, dans ce roman, on suit deux sœurs, Léna et Phoebe, qui chaque été vont passer leurs vacances dans le sud. Le reste de l'année, elles vivent à Paris et on comprend que l'été, c'est vraiment comme si c'était leur vraie vie parce que durant l'été, elles retrouvent un souffle nouveau, elles retrouvent leur bande d'amis, elles retrouvent aussi l'océan avec lequel on sent qu'elles ont une relation particulière. Il y a notamment le personnage de Léna qui fait du surf. On suit les deux personnages à un moment charnière de leur vie parce que le personnage de Phoebe, on comprend qu'elle était en relation avec un garçon qu'elle connaît depuis qu'elle a 10 ans, avec lequel ça s'est mal terminé l'an passé. On comprend un peu pourquoi, mais en même temps, toutes les clés ne sont pas encore données pour l'instant, là où je suis rendue. Et on suit aussi le personnage de Léna, qui, ce n'est pas subtil donc on le comprend, qui a une remise en question de son orientation amoureuse et sexuelle. Pour l'instant je dirais que c'est un roman plaisant, c'est un roman d'été, on est plongé dans l'ambiance estivale avec la plage, le surf, les copains d'été. Bon après moi j'ai jamais vécu ça où tous les étés tu vas au même endroit et tu retrouves tes potes, mais je suppose que pour les personnes qui ont vécu ça, ça doit remonter des souvenirs. C'est vrai que ce roman me fait beaucoup penser à 4 filles et un jean. On retrouve des personnages féminins durant l'été et on sent que l'été c'est un peu une vie où tout est possible. Elles sont pas sœurs dans 4 filles et un jean, mais c'est quand même des relations féminines qui sont fortes. Et là, on suit aussi la relation entre les deux sœurs qui, on comprend, est compliquée ces derniers temps. Et ce roman est aussi plaisant par rapport au sujet abordé parce que c'est important, surtout que c'est un roman qui est ciblé pour les jeunes adultes, les adolescents, donc évidemment parler de la quête de l'orientation amoureuse et sexuelle, c'est très important. Et aussi au travers du personnage de Phoebe, on commence à parler de la dépression liée à la scolarité. Et ça pour le coup c'est un sujet dont j'ai pas vraiment entendu parler en littérature, c'est quand même l'un des sujets de Radio Silence d'Alice Oseman, mais sinon c'est pas un sujet qui est beaucoup évoqué. Ça me plaît d'écouter un livre où il y a des histoires amoureuses, où c'est l'été, où c'est quand même profond parce qu'on aborde quand même des sujets important et profond, mais en même temps il y a un peu des histoires d'amour, tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant je trouve pas ça encore passionnant, c'est encore le début, les choses se mettent en place. Dans le chapitre que j'ai écouté tout à l'heure, il y a eu une scène de dispute entre la mère de Léna et Phoebe et ses filles. Le personnage de Léna est en véritable conflit avec sa mère et ça constitue d'ailleurs une partie assez majeure de l'histoire. Et là il y a une scène de dispute et je trouvais que la scène de dispute elle était vraiment bien retranscrite. Les phrases de dialogue, c'est vraiment quelque chose qu'une jeune fille de 18 ans pourrait dire à sa mère, donc j'ai trouvé ça assez percutant, surtout en audio. Par rapport à ça, je voulais faire un partage d'expérience qui peut paraître un peu sombre et personnel, mais je trouve ça important d'en parler et ça me gêne pas d'en parler. J'ai vécu des violences intrafamiliales quand j'étais petite et adolescente, jusqu'à ce que je parte de la maison. Je pense que c'est une sorte de frustration que je ressens, parce que quand je regarde et que je lis des œuvres, c'est soit l'un soit l'autre. C'est soit des parents hyper mimi, compréhensifs, ou alors si à un moment ils font un truc pas bien, ils s'excusent, ou soit des parents complètement horribles, maltraitants. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de représentation pour les gens comme moi qui sont, bon, peut-être pas dans un entre-deux, peut-être plus proche d'une balance que de l'autre, mais où moi je me sens représentée en tant qu'enfant nulle part
dans ce schéma-là. Bref, dites-moi si des personnes qui ont vécu comme moi ressentent la même chose, mais c'est pour ça que j'arrive. Moi, je vais arriver avec mes romans. Bon là, j'ai pas encore trop évoqué le sujet des parents dans mes livres, parce que ça va arriver. Et je pense que le jour où ça va arriver, ça va vraiment arriver. Tout ça pour dire que je ressens ça, et là j'ai ressenti ça dans ce chapitre de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. C'est très personnel là ce que je ressens, c'est pas du tout une critique envers l'autrice, c'est juste que je voulais partager un peu mon expérience. S'il vous plaît, écrivez des parents pour que je me sente représentée en fait. Écrivez des parents qui ne s'excusent pas. Au moment où je vous parle, il est actuellement 15h30. Comment se présente le reste de la journée? Eh bien, il se présente en 2 temps. En 3 temps. Déjà, il faut absolument que je fasse du ménage dans notre chambre qui est devenu un chantier parce que, story time, notre porte-manteau est cassé. Ce qui fait que nos manteaux sont dans notre chambre, en tas comme ça. Notre chambre de manière générale n'est pas très bien rangée, c'est un petit peu le dépotoir, donc j'aimerais vraiment faire une phase de ménage et de rangement dans cette chambre et aussi passer l'aspirateur de manière générale. Dans la phase numéro 2, j'aimerais écrire, comme je vous l'ai dit, continuer le chapitre 19 et le terminer aujourd'hui, et si je pouvais commencer le chapitre 20, ce serait incroyable. Oh, mais attends, je viens de tilter que mon objectif, c'était pas d'écrire le chapitre 20 demain, c'était de terminer aujourd'hui le chapitre 20. Parce qu'en fait, le chapitre 20, ça va être le dernier chapitre de mon acte 2, et je voulais que l'acte 2 soit terminé aujourd'hui. Et dans une phase numéro 3, aujourd'hui, j'aimerais lire Hamlet de Shakespeare. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, c'est parce que le roman que j'écris actuellement, c'est dans l'univers du théâtre. Et à un moment donné de mon histoire, mes 2 personnages principaux, Aaron et Judith, jouent Hamlet. Ils font des répétitions de Hamlet, Aaron joue Hamlet et Judith joue Ophélia. Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est Ophélie en français, en tout cas dans cette édition-là, et c'est Ophélia en anglais. Et au moment de la représentation finale, ils échangent les rôles. C'est Aaron qui joue Ophélie et Judith qui joue Hamlet. Vraiment, j'adore cette scène, et surtout dans mon roman, elle a quand même un... C'est aussi parce que je trouve ça cool, de manière générale, qu'ils échangent leurs rôles et que Aaron, qui est attendu pour jouer le personnage principal masculin, et bien là, il joue le personnage féminin et vice-versa. Je trouve ça très cool, mais en plus, ça signifie aussi quelque chose dans mon livre, le fait que là, ils peuvent être libres et voilà, ne plus être dans des carcans sociétaux. Et par contre, une fois en dehors de la scène et en dehors de l'endroit où ils sont précisément, eh bien ce n'est plus possible. J'adore mon idée, mais par contre il y a quelque chose qui va pas du tout, c'est que j'ai jamais lu Hamlet de Shakespeare. Donc je me suis dit ce serait quand même bien que je le lise, et peut-être que même que ça me donnera d'autres idées de scènes que je peux incorporer dans mon roman. Ça fait quand même longtemps que j'ai envie de le lire, j'en ai jamais eu l'occasion, ça n'a jamais été une priorité, mais là c'est quand même le bon moment pour le lire, comme ça mon roman n'en sera que meilleur. En plus, je l'ai pris parce que c'est 3 pièces en un livre et je suis un rat. J'avais pas vu que dans le plan on voit Arsène qui est au bout de sa vie. Si vous voulez une explication, on n'est pas dans un film d'horreur, c'est mon doudou depuis que j'ai 3 mois. Et il a subi quelques dédommagements, faut que je le ramène chez la couturière. Mais en attendant, il est là. C'est Arsène, c'est le sang. Il ne va pas hanter vos cauchemars. La bave sur mon livre. T'as bavé sur mon livre. Coucou. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et chaque année avec Tom on aime bien se faire un petit quelque chose pour la Saint-Valentin. Par exemple l'année dernière on s'était préparé un plat surprise l'un pour l'autre. Et cette année on s'est dit qu'on profiterait de ce jour pour s'offrir des petits cadeaux avec un petit budget et d'empacter ça comme si on recevait un colis surprise. Donc je vais vous présenter les petites choses que je lui ai prises et je vais lui préparer son petit colis surprise. Je pense que je vais utiliser ce carton avec... Qu'est-ce que c'est que cette matière? Je lui ai pris un thé noir bio au citron de Menton de la marque Terre Doc.
J'ai commandé directement sur le site et il n'y a rien à redire, c'est arrivé hyper vite et en plus c'était en promo au moment où je l'ai acheté. Ah ça c'est vraiment incroyable. Je vagabondais sur Vinted à la recherche d'un dernier petit truc que je pouvais acheter et j'ai trouvé le cadeau parfait et en plus c'est aussi un peu pour moi. Regardez-moi cette petite beauté, ce sont 2 porte-clés. Évidemment ça s'est cassé la gueule sinon ce serait pas drôle. Ce sont 2 porte-clés qui reprennent Carl et Ellie du film Là-haut, avec un petit portant. Je crois qu'on peut l'accrocher sur le mur. Il y avait ça avec dans le paquet, je me demande si c'est pas une espèce de pâte à fixe pour l'accrocher au mur. Ensuite, j'ai pris un livre. J'ai pris To Be Taught If Fortunate de Becky Chambers. Le titre en français, c'est Apprendre si par bonheur. Je l'ai commandé sur Momox, c'était censé être en très bon état à offrir. Vous savez quoi, j'ai toujours pas lu Becky Chambers, alors que ça fait vraiment des années, je pense, que je vois des avis dithyrambiques passer sur ces livres. Et donc je me suis dit que c'était aussi un petit peu un cadeau pour moi, comme ça je pourrais le lire également. De ce que j'ai compris, Becky Chambers écrit de la science-fiction mais positive et voilà, ça me fera pas de mal parce que moi aussi j'ai envie de lire Becky Chambers et c'est vrai que ça me donne très envie et je pense que ça va être différent des autres livres de science-fiction que Tom a lu, donc je me suis dit que ce serait un beau cadeau à lui offrir. On va suivre le personnage de Ariane qui est une exploratrice. Durant une mission, ils se rendent compte que la vie sur la planète Terre a également changé. Ils font face à la possibilité de retourner dans cette planète qui depuis les a oubliés, dans l'espoir que quelqu'un sur Terre est encore en train de les écouter. Waouh, je pense que le résumé que je vous en ai fait donne pas envie parce que les mots étaient hachurés, mais franchement, ça donne envie. Et pour le dernier cadeau, j'ai pris à Tom une extension de son jeu préféré du moment, c'est The Loop. Et là, c'est une extension avec des personnages en plus. C'est pas mon genre de jeu parce que je suis pas très jeu de stratégie, mais là, c'est un jeu de stratégie collaboratif et c'est quand même assez original parce que souvent, les jeux de stratégie, c'est très... tout le contraire de collaboratif, donc c'est quand même intéressant. Et j'en ai profité pour me prendre un jeu de société pour moi aussi. J'ai passé ma commande sur le site Philibert, qui est vraiment un très bon site si vous voulez vous acheter des jeux de société. C'était la première fois que je commandais là-bas, mais c'est arrivé hyper vite et ils ont vraiment une grande sélection. Et en plus, j'ai fait mes achats au moment où c'était les soldes, donc j'en ai profité pour regarder les jeux soldés. Et c'était parfait parce que l'un des jeux qui était soldé, c'est un jeu de société que j'avais déjà repéré il y a plusieurs mois et qui me donnait très envie, c'est Fragment. Le jeu où vous créez l'histoire dont vous êtes les héros et héroïnes. Puisez dans votre imagination, revivez les scènes mythiques de vos films ou livres préférés pour évoluer dans une expérience ludique originale. Ça a l'air incroyable. Et là, en solde, il était à 7 €. Il était moitié prix. J'adore les jeux narratifs et là ça a l'air d'être absolument merveilleux. Donc j'ai très hâte d'y jouer. Donc de base je l'ai acheté pour moi, mais comme tous les jeux de société qui sont dans cette maison, ils sont un peu à Tom et moi, donc ça lui fait aussi un cadeau en plus. Et même Momox, c'était pendant des soldes aussi, donc j'ai pu acheter ce livre-là et Open Water. En tout j'en ai eu pour 15 € les 2 livres. Donc voilà, je suis absolument ravie. Et les fabuleux petits porte-clés de Là-haut que j'ai eu sur Vinted pour 4 € sans frais de port. Donc écoutez, je ne me suis pas non plus trop ruinée. Cela va sans dire qu'avec la maladie, mes plans ont été quelque peu déjoués. Ce qui signifie qu'hier, j'ai pas pu terminer le chapitre 19 et donc je n'ai pas commencé le chapitre 20. Ce qui fait que je suis un poil en retard sur mon planning. En sachant que de base mon planning n'est pas non plus très en avance, c'est-à-dire que je suis doublement en retard. Il y a une partie de moi qui a envie de terminer ce chapitre pour que ce soit fait, quitte à ce que ce soit bâclé, et il y a une autre partie de moi qui a juste envie d'aller se coucher. En plus, la fin du chapitre n'est pas censée être très joyeuse, donc ce n'est pas très motivant, mais je pense que j'ai quand même envie de terminer le chapitre 19, comme ça c'est fait. Et comme ça je suis fière de moi, it's done, et après il me restera plus qu'un seul chapitre, normalement, pour terminer l'acte 2. Et après je pourrais passer à l'acte 3, et mon objectif ce serait de commencer l'acte 3 ce week-end. Non, le bâillement, on est fatigué. Hein. C'est dur la vie de chien. Oh oui, c'est dur. J'ai terminé d'écrire le chapitre 19, c'était pas une mince affaire. J'y ai passé tellement de temps. Je pense que si je ne me trouvais pas dans ces conditions, j'aurais pu beaucoup mieux l'écrire. Notamment à un moment... Donc j'ai écrit une scène entre Judith et le mec horrible, là. Et je voulais vraiment décrire ce qu'elle ressentait quand elle regardait et tout.
Et je pense que si j'avais été dans de meilleures dispositions, j'aurais pu vraiment me mettre à sa place, essayer d'y réfléchir, de ressentir ce qu'elle ressentait pour pouvoir le décrire. Mais là, je pouvais pas me mettre à sa place. Je me sentais trop moi dans mon corps malade. Et je pense que ce que j'ai écrit de ce qu'elle ressent, c'est un petit peu cliché. J'aimerais bien trouver quelque chose un petit peu plus original, même si évidemment, je pense que les choses qui sont clichés, il n'y a pas de fumée sans feu. Les choses qui sont clichés, il y a un peu de vrai. Après, est-ce que le cœur qui rate un battement, c'est vraiment vrai? Ça, je sais pas. Je suis pas sûre de l'avoir déjà ressenti. Il y a Zora derrière qui fait sa commère. C'est vraiment un mood. Zora? Coucou. J'adore sa tête. Je pense que j'aurais pu mieux faire. Je pense que j'ai un petit peu bâclé, mais en même temps, on n'est pas ici pour se faire du mal. Je suis un peu malade. Et là, j'ai juste envie de m'allonger. Vraiment, je rêve. Ceci est donc un message pour vous rappeler de vous hydrater et de prendre soin de vous. Moi là j'avais vraiment envie de terminer le chapitre 19 parce que hier je l'ai laissé en plan, j'avais envie de le terminer pour être fière de moi. Et si j'étais vraiment dans le mal absolu, je n'aurais pas poursuivi jusqu'à la fin. Je l'ai bâclé, c'est très bien, je suis fière de moi et là je vais un petit peu me reposer. Donc voilà, n'oubliez pas de vous reposer et de prendre soin de vous. Parce que écrire tous les jours et essayer de se challenger, de remplir ses objectifs, c'est bien. Mais il faut aussi prendre soin de j'en ai marre, je sais plus parler. Mais il faut aussi prendre soin de soi et ne pas se faire du mal. Sur ces bonnes paroles, je m'en vais écouter. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Là, poser tranquillement, ça va me faire du bien. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais également l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas 100% écrit hier et que je n'ai pas beaucoup avancé dans Hamlet, c'est que j'ai atteint un point dans les livres audio où ça devient beaucoup plus intéressant. Là, les choses commencent vraiment à démarrer, il y a de plus en plus d'enjeux, et les relations entre les personnages, il y a beaucoup de tensions. Je dirais que c'était juste un peu avant la moitié, et là j'ai dépassé la moitié, parce que je suis à 54% du livre audio, et là je sens que ça démarre, et je sens aussi qu'on va rentrer dans une pente un peu descendante et un peu plus sombre. Mais en même temps, c'est ça qui me plaît dans les livres. I can't be alone. Guess I never told you so. Making my way towards you. Tracing out a line. A route I've mapped 1,000 times. Making my way towards you. I would swim the Paladin Strait without any flotation, just a glimpse of visual lake of you on the other shoreline, waiting, expectations that I'm gonna make it. Ça y est, j'ai terminé, enfin, mon premier jet. J'ai du mal à me dire que j'ai officiellement terminé le premier jet de ce roman, étant donné que je vois tout ce qui ne va pas, et notamment la dernière partie. Disons que je suis allée à l'essentiel. Il y a beaucoup de scènes et de sujets à rajouter. J'en ai tellement conscience de ces défauts-là que j'ai du mal à me dire que c'est terminé, mais dans les faits, le premier jet est officiellement terminé pour être une base et une matière que je vais retravailler. Ça c'est sûr. Étonnamment, je n'ai pas pleuré pendant l'écriture de ce premier jet. J'ai été émue à 2 ou 3 reprises. J'ai eu des moments d'émotion. Et sur la fin, quand j'ai écrit le dernier chapitre, et d'ailleurs j'ai filmé ce moment, à un moment j'ai senti des larmes commencer à monter dans ma gorge, mais ce n'est pas sorti. Et ce que j'ai remarqué pendant l'écriture, c'est que mes moments d'émotion et les moments où je pleure, ce n'est jamais au moment qui sont les plus flagrants. Par exemple, pour Les Veilleurs du Monde, il y a des scènes dans Les Veilleurs du Monde qui sont très tristes. Ça peut peut-être paraître étrange, mais c'est pas ces moments-là qui m'ont fait le plus pleurer pendant l'écriture. J'ai remarqué que je pleurais plus et que j'étais plus émue pendant les détails, les scènes mélancoliques où il se passe quelque chose de triste, en même temps c'est heureux et c'est très frustrant, et moi c'est ça qui me fait le plus pleurer, et que ce soit quand je lis, bon après je pleure aussi quand il se passe des choses très tristes, mais je pleure souvent pour des scènes qui sont pas les plus
les plus choquantes ou les plus tire-larmes, je vais plus pleurer pour les petites actions, les petits gestes, les petits détails. Et j'ai remarqué ça dans les films, dans les livres et quand j'écris également. Et notamment dans Les Veilleurs du Monde, j'ai pleuré lors de 2 scènes. Je pleure tout le temps à la fin. Le dernier chapitre me fait toujours pleurer. Et aussi les chapitres d'avant. Tous les derniers chapitres des Veilleurs du Monde, ils me brisent le cœur vraiment. Je me dis mais comment j'ai fait pour écrire un truc qui brise autant le cœur. Mais sinon pendant l'écriture, je me souviens que j'ai pleuré pendant l'écriture d'un rêve. Louis rêve de son ami Clément. Et il y a un dialogue pendant ce rêve, et vraiment, je me souviens que quand j'ai écrit le premier jet, j'ai fondu en larmes, et dès que je relis ce moment, ça me fait pleurer, alors que je me dis, les gens, quand ils vont le lire, c'est pas forcément le moment le plus triste, mais à chaque fois, ça me... Dans mon roman actuel, il y a une réalisation que mon personnage principal, Judith, n'est pas hétéro, et la scène où elle... Je pense qu'elle en a conscience depuis bien longtemps, mais c'est enfoui en elle. Et elle s'en rend pas vraiment compte. Et il y a une scène particulièrement où ça sort et c'est devant elle et elle le réalise et elle le sait. Et cette scène-là, je la trouve trop bien. Je l'aime trop et quand je l'ai écrite, j'étais trop émue en l'écrivant. Je sais pas si j'ai précisé ça plus tôt dans la vidéo, mais le roman que je suis en train d'écrire actuellement est tiré de mon expérience. Alors, pas tout, heureusement, mais il y a beaucoup de choses qui sont tirées de mon expérience, que ce soit des pensées ou des scènes. Et là, le dernier chapitre, j'ai beaucoup tiré de choses que j'ai pu ressentir et penser et voir et vivre. Mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le fait que ce soit mon vécu, c'est aussi que ce dernier chapitre, je trouve que j'ai bien réussi à boucler la boucle. Notamment parce que Judith, elle passe dans une médiathèque. Je vous spoil de toute façon ce livre, je sais même pas s'il sera publié un jour, donc c'est pas grave. Et de toute façon, il sera réécrit. Tout au long de sa vie, Judith a mis en scène des pièces de théâtre, lu des pièces de théâtre et des acteurs de films, enfin des films, et donc elle connaissait des acteurs, etc. Tout au long du livre, on voit ces noms, on voit ces pièces de théâtre, et à la fin, Judith, elle passe dans une médiathèque et tous ces noms qui ont fait sa vie et qui sont présents dans le roman, elle retombe dessus et je trouve que ça fait vraiment la boucle est bouclée. Tous ces noms que vous avez pu voir tout au long du roman, ils sont dans ce dernier chapitre et j'ai trop aimé faire ça en plus dans une médiathèque et je pense que ça, la réécriture, je vais plus le travailler parce que il y a quelques scènes qui se passent dans des bibliothèques / médiathèques et je trouve ça tellement important parce que je voulais vraiment mettre en avant que les bibliothèques et les médiathèques, c'est des endroits gratuits. Alors moi, personnellement, à la médiathèque de ma vie, il faut que je paye quand même. Mais c'est quand même un prix où tu payes pour une année pour avoir accès à plein d'objets culturels, de livres, de films, etc. Et dans certaines villes, je crois même les plus grandes, c'est gratuit, de ce que je sais. Peut-être que maintenant ça a augmenté. Donc dans ce dernier chapitre, Judith passe par cette médiathèque et elle repasse devant tous ces livres et tous ces films qui sont cités dans le roman et ça m'a fait trop plaisir d'écrire ça et ça m'a émue aussi de boucler cette boucle-là. Sauf que je n'arrive pas à être 100% fière de moi parce que il me reste qu'une semaine pour réécrire le roman, pour l'envoyer au concours. Après, je me sens quand même soulagée, c'est quand même une libération d'avoir terminé le premier jet parce qu'une fois que le premier jet est terminé, la base est faite. Même si j'arrive pas à tout réécrire, au moins la base sera là. Le principal, c'est que tout soit écrit, même si le dernier chapitre est mal écrit. Au moins c'est envoyé. À la fac de lettres, on nous disait, quand vous rédigez des rédactions, des commentaires de texte, n'importe quoi, il faut qu'il y ait une conclusion. Les profs vont préférer une troisième partie mal écrite et pas assez développée, mais qu'au moins il y ait une conclusion, plutôt qu'une troisième partie bien écrite, bien développée et pas de conclusion. Il faut toujours écrire une conclusion. Même si la conclusion a fait 2 lignes et qu'elle est moche, il faut toujours une conclusion. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Et donc là, j'applique ce conseil pour le livre. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce premier jet. J'ai l'impression de ne pas avoir grand chose à dire, mais je suis fatiguée. En tout cas, je suis contente de ce que rend ce livre. J'ai réussi à incorporer des idées et des manières d'écrire que j'avais envie de mettre en place dans ce roman et qui me faisaient rêver. J'avais vraiment envie d'écrire un livre sur la précarité où il y ait des chiffres écrits. Si je dis qu'elle achète tel truc, j'avais envie que le prix soit écrit. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans Martin Eden de Jack London, ça a été une grosse inspiration pour mon livre et c'est l'un de mes livres préférés. Et voilà, faut pas que je parle plus de ce livre parce que je vais me mettre à pleurer. Mais voilà, si vous voulez vous faire un cadeau dans votre vie, lisez Martin Eden de Jack London. Voilà.
On est obligé de rien dans la vie, mais je pense que ce livre peut beaucoup vous apporter, autant qu'il m'a apporté à moi. Ce qui m'a beaucoup marqué dans Martin Eden, c'est les scènes où Martin fait des calculs. Je vais pas pouvoir vous citer exactement parce que je l'ai lu il y a... Ça va faire 3 ans que je l'ai lu, il est temps d'une relecture. Il y a des scènes où Martin calcule combien de patates il lui reste pour manger, combien de sous il lui reste. Ah mais là après si je dépense ça, ça veut dire que... Il est tout le temps en train de faire des calculs et c'est comme ça que tu réfléchis quand tu es dans des situations précaires. Tu es en train de te dire ah mais là si j'ai plus d'argent pour ça, ça veut dire que ça passe à la trappe, mais après tu es toujours en train de calculer et c'est quelque chose que j'ai réussi, je trouve, en tout cas là de mon point de vue sans m'être relue, je trouve que j'ai réussi à faire ça. Judith elle est tout le temps dans les calculs, tout le temps en train de réfléchir. Et elle est tout le temps en train de bâtir des plans pour son avenir. Ça, c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Elle est tout le temps en train de bâtir des plans pour les jours à venir et pour les années à venir. Donc là, j'ai envie de faire ça dans ma vie. J'ai envie d'aller dans telle ville. J'ai envie de faire un stage de théâtre. J'ai envie de faire du théâtre à New York. J'ai envie de faire du théâtre à Paris. Donc il faut que je fasse un plan d'action. Et elle va faire des plans d'action comme ça où elle va lister. Alors, pour avoir tant d'argent, il faut que je fasse tel travail. Et il faut que je travaille le week-end. Et après les cours aussi. Et elle est tout le temps en train comme ça de bâtir des plans d'action. Et j'ai réussi à mettre ça en place alors que je me disais, est-ce que je vais réussir? Après évidemment la précarité, ça... Il y a tellement de... C'est tellement dans les détails des fois. Et c'est pour ça des fois les gens vont dire, mais... mais 5 euros, c'est pas grand-chose. Mais en fait les gens se rendent pas compte à quel point la précarité, c'est vraiment dans les interstices et ça impacte tout dans ta vie, ça impacte même ta vie sociale. Et Judith, elle vit ça, ses amis, des fois ils sortent, notamment quand elle est au lycée, ils sortent se faire des repas au McDonald's et elle peut pas y aller parce qu'elle n'a pas l'argent, donc elle ment. Et ça fait qu'au final, ces personnes-là se rapprochent parce qu'elles sortent plus souvent ensemble. Et Judith, elle ne participe pas à ces sorties, donc elle est moins proche de ces personnes. Et bien sûr, c'est encore à développer parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la manière dont la précarité impacte les vies et il y a peut-être des choses dont j'ai même pas conscience. Il y a beaucoup de thématiques aussi que j'ai malheureusement pas pu ajouter là pour ce premier jet et que j'ai pas pu développer. Comme je vous l'avais dit, pour mon roman, je voulais lire Hamlet de Shakespeare. Et là, ma transition est toute trouvée parce que je vais commencer à vous faire un petit update lecture. J'ai donc enfin lu et enfin terminé Hamlet de William Shakespeare. Dans mon roman, je voulais incorporer la pièce d'Hamlet que Judith et Aaron, mes personnages principaux, jouent. Je viens de me demander, est-ce que c'est le moment où je vous fais un résumé d'Hamlet de Shakespeare? C'est pas genre l'un des bouquins les plus connus de la planète Terre. Hamlet est le prince du Danemark. Son père, le roi, meurt, apparemment piqué par un serpent. Hamlet est... on peut même dire qu'il tombe en dépression après cette mort. Un beau jour, Hamlet croise le spectre de son père qui lui dit « En fait, frérot, j'ai été assassiné par... Attends, c'est qui? C'est son frère? Ouais, c'est l'oncle d'Hamlet, je crois. J'ai été assassiné par mon frère, par du poison, c'est pas un serpent. » Et à partir de là, se déroule le fil d'une histoire de vengeance. Et à un moment, il y a une scène incroyable où Hamlet, il est en mode « Bon, moi j'ai envie de savoir la vérité, donc j'engage des acteurs, ils vont jouer une pièce de théâtre, et comme ça je vais regarder la réaction de mon oncle, et si je vois que mon oncle il se lève et qu'il est pas content, ça veut dire que le spectre de mon père a raison et que c'est bien lui qui l'a assassiné. Donc il y a une pièce dans la pièce, et ce moment était trop stylé. Déjà je tiens à dire que j'ai adoré le personnage d'Hamlet, j'ai trouvé trop stylé et hyper complexe, et je me demande comment il est joué dans les pièces de théâtre. J'ai vraiment envie de regarder des adaptations, parce que c'est un personnage qui peut paraître nonchalant et très sûr de lui, mais en fait on sent que c'est... qu'à la fois il a quand même une confiance en lui, mais qu'en même temps c'est quand même pour tirer le trait, il a ce côté un peu je rigole de tout et tout, alors qu'en fait il est plein de questionnements philosophiques et c'est un personnage très sombre en même temps très lumineux, et j'ai beaucoup aimé. Et aussi il est très drôle, oublié de dire ça, mais Shakespeare c'est hyper drôle. Je pense que c'est un peu... Je sais pas à quel point c'est mis en avant, mais Shakespeare... Il y a plein de moments où j'ai rigolé dans ce livre. Mais c'est aussi des fois les didascalies, c'est vraiment ah je meurs. Et après en dessous la didascalie c'est il meurt. Et moi ce genre de truc ça me fait toujours trop rire dans les tragédies. Par contre j'avoue que je pensais que le personnage d'Ophélia serait plus présente. Et moi dans mon roman j'ai dit que Judith joue Ophélia et que Aaron joue Hamlet. Bon au final
ils échangent de rôle. Je savais qu'Ophélia parlait moins qu'Hamlet, ça paraît logique étant donné le titre de la pièce, mais je pensais pas qu'elle était si peu présente. Sinon, de manière plus globale sur mon avis sur cette pièce, alors mon humble avis, parce que je parle quand même de Shakespeare, le gars qui a influencé toute la sphère littéraire depuis le XVIIe siècle. J'ai trouvé le début très stylé, très bien construit, il y a beaucoup de scènes que j'ai adorées, la pièce dans la pièce, les scènes avec Hamlet, j'adorais le ton de l'histoire et j'adorais où ça allait. La scène avec le spectre, l'idée de la vengeance avec la pièce dans la pièce, je kiffais. Et j'avoue qu'au fur et à mesure, j'ai fini par décrocher. Après, je me dis que c'est peut-être la traduction française aussi. Des fois, c'était écrit de manière un peu pompeuse, comme souvent les classiques sont traduits. Et je me dis, c'est peut-être ça qui m'a fait décrocher, peut-être qu'en VO. Après, est-ce que j'aurais tout compris en VO ? Pas sûr. Mais je me dis que ça a peut-être pas arrangé les choses. Mais je pense aussi que ce que j'aurais dû faire et ce que je vais faire, c'est que je pense que les pièces de théâtre, faut regarder une adaptation avant de les lire. Je pense que c'est ce que je devrais faire maintenant pour les pièces de théâtre, en tout cas les classiques où le langage n'est pas forcément très accessible, parce que là je pense que, enfin je sais même que Shakespeare c'est très subtil, il va mettre des touches d'humour et des références à son époque qui sont très subtiles et qui nous dans notre regard de millénial en 2025 on va pas forcément voir. Quand je lisais les analyses je me disais mais c'est vraiment trop stylé, les thèmes de la vengeance, de la folie, il y a tellement de thématiques dans ce livre et l'idée de Hamlet, je trouve ça trop stylé et trop cool, mais moi quand je le lisais, j'ai fini par décrocher, par m'ennuyer. Donc pour l'instant, j'ai mis 3 étoiles sur 5 à Hamlet. C'était une bonne lecture, mais ça m'a pas transcendé. Cependant, cette note va sans doute évoluer, car j'ai prévu de regarder une adaptation sur YouTube. Je vais me renseigner sur quelle est la meilleure adaptation d'Hamlet, et il faut que je vois si je peux trouver quelque chose en anglais sous-titré. Ce serait pas mal. Après, je vais relire des analyses et à ce moment-là, je relirai Hamlet. Et je pense que j'aurai le regard et l'esprit plus ouvert sur le contexte dans lequel Shakespeare a écrit cette pièce. Je pense que ma lecture sera enrichie par toutes ces clés de lecture-là et que je pourrais plus apprécier la pièce à ce moment-là. Je vous dis pas que je vais faire ça tout de suite parce que voilà, c'est important de laisser du temps et puis j'ai d'autres livres à lire. Je ne sais pas du tout dans combien de temps, mais en tout cas c'est sûr que je vais faire ça et donc que je vais relire Hamlet et peut-être que je reviendrai sur YouTube dans 10 ans en vous disant Hamlet mais gros banger. Mais en vrai c'est banger, c'est juste que j'ai quand même fini par décrocher. Mais en tout cas c'est lu, j'ai lu Hamlet dans ma vie et d'ailleurs là dans l'édition que j'ai il y a aussi Othello et Macbeth et donc j'ai envie de continuer ma découverte de Shakespeare et donc je pense que cette année tranquillement je vais continuer de lire du Shakespeare. Pour poursuivre ce point lecture je voulais également vous donner mon avis final sur Les coquillages ne s'ouvre qu'en été, j'allais dire ne dorme qu'en été, rien à voir, de Clara Hérault, dont je vous ai un peu parlé durant ce vlog, et d'ailleurs je pense que mon avis n'a pas vraiment changé sur ce livre, mais je vais quand même conclure. Sur Goodreads, j'ai donné la note de 3 étoiles sur 5, je pense que ça vaut plus un 3,5 étoiles. De manière générale, j'ai trouvé que c'était un roman plaisant, j'ai passé un très bon moment de lecture en l'écoutant en livre audio, et surtout je trouve que c'est un roman qui peut être important pour les adolescents, et les jeunes adultes et même un peu plus âgés, n'importe qui peut se retrouver dans ce texte car Clara Hérault je trouve qu'elle amène bien les sujets du burn-out étudiant, de la recherche de son identité amoureuse et sexuelle et aussi de son identité tout court. Ça parle aussi de famille dysfonctionnelle parce que Phoebe et Lena ont des conflits et des moments où elles ne se comprennent pas avec leur mère. Ça parle aussi de dépression et d'anxiété et je trouve ça toujours très pertinent et très bénéfique pour notre société et notre monde quand ces sujets sont mis en avant, surtout dans les mains des plus jeunes. Et je suis ravie de savoir que certains adolescents et certaines adolescentes peuvent ouvrir ce livre et les autres livres de Clara Hérault et se sentir compris et moins seuls, surtout qu'à la fin il y a des numéros et des organismes et des associations auxquels on peut téléphoner. Pourquoi j'ai fait le geste ? Je suis tellement millénial si jamais on se sent dans ces situations. C'est pas un roman que j'ai trouvé particulièrement transcendant et qui m'a profondément marqué, notamment parce que j'ai trouvé que c'était assez lisse. Je trouve que tout ce qui se passe c'est assez prévisible et qu'on va pas assez loin dans le mal-être de Lena et de Phoebe. Et aussi je pense ce qui a freiné mon appréciation du livre c'est que le début, je sais plus si c'est le début jusqu'à la moitié ou vraiment que le début, mais j'ai trouvé que ça commençait assez lentement
et que ça tournait un peu en rond des fois, et ça a été tout au long du livre. J'ai trouvé que des fois les pensées des personnages tournaient un peu en rond, mais bon, tu vas me dire, dans notre vie on tourne aussi en rond. C'est vrai que c'est compliqué ça quand on écrit, parce qu'on se dit ouais mais ça va tourner en rond pour le lecteur, mais en même temps c'est normal que le personnage tourne en rond dans sa tête. Et depuis, je crois que je vous ai pas tenu au courant, j'ai lu un autre livre audio, j'ai lu Regarde les lumières, mon amour d'Annie Ernaux. Je pense pas qu'il peut plaire à tout le monde, moi en tout cas il m'a beaucoup plu. C'est un très court texte. Moi je l'ai écouté en audio et il dure moins de 2 heures, dans lequel Annie Ernaux, qu'on ne présente plus, parle des supermarchés. Ce texte, c'est le journal de pensée, le journal de bord d'Annie Ernaux quand elle se rend à son Auchan et qui observe tout, c'est-à-dire qu'elle observe les employés du supermarché, elle observe la manière dont les rayons sont construits, quand tu rentres dans le magasin, sur quoi tu tombes en premier, qu'est-ce qui attire l'œil, mais elle observe également les personnes, les clients des magasins, elle observe ah bah à tel horaire c'est plus tel public qui se rend au magasin, elle observe tout et elle décortique tout. Et c'est possible qu'en m'entendant parler vous vous dites mais c'est pas intéressant. Mais moi il faut savoir que les supermarchés c'est l'un de mes empires romains. Quand j'étais plus jeune, je n'ai pas grandi dans une famille très riche, voilà, nous n'étions pas Crésus, loin de là. Et pour moi, les supermarchés, c'était comme un parc d'attractions. Et ça, j'en parle dans mon livre, justement. Quand j'étais petite, et même encore maintenant des fois, je rêve que je suis dans un magasin et que je peux tout acheter. Et ça, je pense que c'est quelque chose, quand vous venez d'une famille aisée, vous pouvez pas vous rendre compte. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des personnes de famille aisée qui rêvent de ça, mais je pense que c'est plus marqué, parce que notamment Annie Ernaux, qui a vécu dans un milieu ouvrier, elle dit que pour elle, quand elle était petite, elle rêvait des supermarchés. J'ai trouvé que ce texte regorgeait d'idées, de réflexions et d'analyses qui étaient hyper pertinentes. Notamment, Annie Ernaux, elle dépeint à quel point les supermarchés, ce sont des reflets de notre société. Et des fois, maintenant, quand je veux faire mes courses, je remarque des choses sur les caddies, sur plein de choses qu'Annie Ernaux cite dans son livre, et du coup je pense à Annie Ernaux en faisant mes courses maintenant. Elle parle évidemment de la consommation, de la surconsommation, de la société du désir, qui fait que le capitalisme fait en sorte qu'on veuille toujours plus de choses, et ah bah ce nouveau truc, il faut qu'on l'ait. Et c'était pertinent, c'était intéressant, c'était chouette à lire. C'est sûr qu'Annie Ernaux aurait pu aller plus loin et approfondir plus, mais je pense que justement si elle l'avait fait, le texte aurait été plus long. Et je pense que ça aurait fini par tourner en rond et par être un peu chiant. Alors que là, comme c'était court et concis, ça faisait que moi je me suis pas ennuyée. Ça me permet quand même d'avoir des réflexions, et peut-être que après, en allant faire vos courses, vous aurez une démarche et un regard différent sur les gens autour de vous, sur les produits que vous achetez, sur votre manière de consommer, sur la manière dont sont construits vos magasins. Aussi, ce qu'elle dit dans le livre, c'est que les supermarchés, c'est le seul endroit où il y a autant de personnes de milieux sociaux différents qui sont réunis. Après, il n'y a pas d'ultra riches qui vont faire leurs courses au supermarché, et d'ailleurs, c'est aussi, elle en parle, que en fait, les supermarchés, c'est un endroit qui est quand même réservé aux personnes les moins riches du monde, et en l'occurrence de France. Mais ça reste quand même des endroits où il y a des personnes de milieux sociaux très différents qui se rendent, parce que même des personnes qui gagnent quand même un certain salaire par mois, qui est quand même une belle somme, ils vont quand même faire leurs courses au supermarché. Pour conclure ce vlog en beauté, je me disais que je pourrais vous présenter les cadeaux que m'a offert Tom pour la Saint-Valentin. Parce que je vous ai présenté les cadeaux que je lui ai offerts, mais je vous ai pas encore montré les cadeaux qu'il m'a offerts. Alors déjà, Tom m'a offert le tome 4 de l'Amie prodigieuse. Autant vous dire que je ne vais pas vous lire le résumé, car je n'ai pas encore lu le tome 3. Donc là, si je jette un œil sur le résumé, je vais me spoiler. Tom m'a offert le tome qui conclut la saga, et j'ai le cœur brisé d'avance. Et ensuite, Tom m'a également offert Divine Rivals de Rebecca Ross. Depuis le temps que ce livre fait partie de ma wishlist, je suis trop contente qu'il me l'ait pris en cadeau. Regardez comme il est beau, regardez-moi comme cette couverture est magnifique. J'ai tellement hâte de le lire. Je crois que c'est l'un des livres sur lequel j'ai vu le moins d'avis négatifs. Je vous parle évidemment de livres qui sont très populaires et dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. Ce livre-là, je suis même pas sûre d'avoir vu un seul avis négatif passer. Peut-être un avis un peu moyen, mais sinon à part ça, que des avis dithyrambiques. En revanche, j'ai vu plus d'avis plus négatifs sur le tome 2. Ce que je sais sur ce livre, c'est qu'on suit 2 journalistes, je suppose que ce sont ces 2 personnes-là, qui s'envoient des lettres. Il n'y a pas une histoire comme quoi son frère, le frère de la fille, journaliste, il est à la guerre et elle lui envoie des lettres, en fait c'est lui qui lui répond.
Il y a une histoire comme ça. Et en arrière-plan de tout ça, il y a une espèce de guerre avec des dieux. Et donc je suppose que les deux journalistes vont avoir un rapport avec cette guerre et ces dieux. Voilà, je n'en sais pas plus. Ça parle de journalistes. J'ai écrit un livre sur des journalistes. Voilà, je pense que voilà, vous connaissez mon esthétique au bout d'un moment. Il me donne trop envie, j'ai trop hâte de le lire et je pense d'ailleurs que je vais le lire là, dans la première moitié de l'année. Et ensuite, le dernier cadeau que Tom m'a offert, ce n'est pas un livre, c'est un jeu de société qui s'appelle Shadow House Masquerade. C'est un jeu que j'avais mis dans ma wishlist parce que c'est un jeu à rôle caché et il faut savoir que j'ai une passion pour les jeux à rôle caché. Et depuis, on l'a essayé à notre association de jeux de société, on a passé je ne sais pas combien de temps à y jouer. Et c'était trop bien, j'ai trop aimé. C'est un jeu qui se compose essentiellement de cartes. Chaque joueur reçoit, je ne sais plus exactement combien, mais reçoit des cartes au début de la partie. Parmi vous, il y aura un coupable, un détective. Chaque carte a des rôles et des pouvoirs qui permettent d'influencer le jeu. Il y a également des complices du coupable et le but, évidemment, si vous n'êtes pas coupable, c'est de trouver le coupable et évidemment si vous êtes coupable, votre but c'est de terminer la partie sans vous être fait démasquer. Moi je peux être assez stressée dans les jeux où je joue les coupables et les méchants, notamment le loup-garou. Quand je suis loup, ça se voit. Mais ce qui fait la force de ce jeu, c'est qu'il y a énormément d'échanges au cours de la partie. Ce qui fait que si vous êtes coupable au début de la partie, ça va probablement plus être vous à la fin. Et ça veut dire que moi, quand je suis coupable, j'ai pas de stress parce que je me dis, si ça me stresse trop, je peux facilement passer ma carte à quelqu'un d'autre. Et il y a même des fois où je cherchais justement à être coupable. Donc, voilà, pas d'anxiété, merci Shadow House Masquerade. J'adore ce type de jeu où quand tu les regardes, ça paye pas de mine, tu te dis ouais ça va être sympa. Et en fait, nous on y a vraiment joué pendant plusieurs heures. Et à chaque fois, les parties étaient différentes et c'était très drôle. Il y a peut-être un peu trop d'échanges des fois, parce que des fois, tu as envie de garder le coupable, mais c'est la seule carte que tu peux échanger, donc tu te retrouves à l'échanger. En tout cas, c'est exactement le type de jeu que je vous conseille, déjà parce que c'est hyper simple à expliquer. Il n'y a pas plein de jetons et plein de ressources ou quoi que ce soit. En plus, les pouvoirs sont notés sur les cartes que vous recevez, donc vous avez juste à lire ce qu'il y a écrit et vous pouvez jouer la carte. En plus, ça peut se jouer avec des personnes de tous âges. Là, il y a écrit 8 ans et plus. Il y a des plot twists et pourtant c'est simple à expliquer et très accessible. Enfin, c'est vraiment ce genre de jeu hyper banger que j'adore. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que vous serez là pour mes prochaines aventures et la réécriture de ce roman. N'oubliez pas, si vous le voulez bien, d'ajouter un petit commentaire ou de mettre un like ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.